Au programme. Ou presque. Et bonjour auditrices et auditeurs libres, bienvenue dans Au programme ou presque, l'émission qui entend lutter contre l'ultra-crépidarianisme. Si vous êtes actuellement sous l'orage, dans les parages, la rage aux dents, si vous êtes en train de rafistoler des chaussettes en poil de castor en train de nuit ou en train-train quotidien, sachez que vous avez toute notre sympathie. Et nous ne saurions trop vous conseiller pour alléger vos souffrances d'écouter nos autres émissions sur notre site web au programme ou presque.sitew.fr et sur nos chaînes YouTube et Spotify. Dans notre précédente émission, l'équipe de saltimbanques érudits sises autour de cette table s'était attachée à explorer la thématique du chemin au prisme de l'imaginaire, de cartes, de photographies, d'objets insolites, de personnages historiques au carrefour des plus étonnantes influences. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre route entre réalité et imaginaire en nous attaquant à un nouveau champ d'exploration tout aussi inspirant. Mais tout d'abord, laissez-nous vous planter le décor. Eh bien, il était une fois une princesse Et cette princesse, c'était vous. qui devint amoureuse. Est-ce que ça a été difficile? Ce fut très facile, je t'assure. On ne voyait que trop que le prince était charmant, que je ne pouvais aimer que lui. Était-il fort et beau? Était-il grand, très grand? Il n'a pas son égal. Il règne ici un parfum d'humus terreux et de champignons sauvages. Qui n'a pas rêvé de s'endormir sous un chêne centenaire sur un tapis de mousse légèrement humide? Qui ne s'est pas extasié devant un parterre de cèpes, de chanterelles ou de girolles? Qui n'a pas trouvé combien l'obscurité pouvait paraître plus inquiétante au milieu des hurlements de loups et des serpents qui dansent? Elle est le lieu des mystères, des ombres et des lumières, des légendes et des contes. On la vénère autant qu'on l'exploite. Elle est notre mère au sein de laquelle on se nourrit d'imaginaire. Je veux bien sûr parler de la forêt. Et pour traverser celle-ci, qui de mieux que nos promeneurs du soir pour cette traversée? Et comme le petit poussé, nous allons nous passer le caillou. Commençons donc par Marjorie. Marjorie, voici le caillou. Merci Manu. Chères interventrices, chers interventeurs, bien le bonsoir. Aujourd'hui, nous allons donc nous promener autour de la forêt. Le sujet sera vaste. Je vous préviens de suite, on ne parlera ni de Marie Laforêt, ni de Forrest Gump, ni de l'agence immobilière La Forêt. La. Stop, évitons de tomber dans la facilité, s'il vous plaît. Commençons notre promenade par l'étymologie de notre mot. Alors, si pour le mot précédent ce fut easy, pour celles et ceux qui nous ont écoutés, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, tant pis pour vous, quoique vous pouvez toujours vous connecter sur Manu. www.auprogrammeoupresque.sitew.fr. Merci. Pour le mot, aujourd'hui, c'est chaud les marrons. Vous avez saisi la référence à l'arbre, là? Là, je teste votre vivacité d'esprit, les gars. Oui, les C'est bon? ouais. Super. Donc, selon le littré, oui, là, c'est du sérieux. Je me permets donc de le citer. Le mot forêt vient du bas latin foresta. On a longtemps tiré ce mot... Oui, du bas latin, d'accord. Là, c'est... Aujourd'hui, attention, non, pas latin, bas latin. Okay, ouais. On a longtemps tiré ce mot de l'allemand Fürst, qui veut dire forêt. Mais j'ai fait espagnol en deuxième langue, désolé. Alors, je vous préviens déjà que j'ai mis du temps à essayer de prononcer tous les mots en italien, en allemand que je vais citer, d'accord? Et en anglais même. Courage. Donc, mais aujourd'hui, les étymologistes allemands déclarent que ce mot est venu des langues romanes dans leur langue. Rendons donc à César qui lui appartient, ok? L'étymologie latine est foris, qui signifie doigt. C'est l'étymologie véritable. Le grammairien Placidus connaît déjà un adjectif forasticus. Oui. Placidus. Le voisin okay. de... Ouais. Oui. Voilà, tu le connais toi aussi. Manus Du bus. Manus du bus. Déjà, attends, là c'est sérieux. Placidus connaît déjà un adjectif forasticus qui signifie extérieur. Et cet adjectif subsiste dans l'italien forastico, le sicilien forestico, qui veut dire sauvage, rude, gestes, c'est dommage qu'on voit pas. L'italien forestiere a le sens d'étranger, d'homme du dehors. Sur ce modèle, le bas latin, encore une fois, a formé forestare, qui veut dire mettre dehors ou bannir. Foresta signifie donc primitivement un ban, une proscription, et un terrain sur lequel on avait prononcé une interdiction de culture et d'habitation dans l'intérêt de la chasse seigneuriale. On fera pas un point spécial sur la chasse, autrement ça va m'énerver, je vais pas être bien. De là, forestare signifia créer une forêt, parce que ces prohibitions s'appliquaient surtout au bois où se trouvaient les bêtes fauves, et que d'ailleurs les arbres poussaient bientôt dans les campagnes ainsi soustraites à la culture. Telle a été la transition historiquement constatée entre foresta, le territoire prohibé, et la forêt telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ça, c'est du bon boulot. Bravo Émile, big up. Merci Littré. Bravo. Cette notion de bête fauve, de sauvage, on la retrouve dans les représentations de la forêt dans certains films, comme Sleepy Hollow,
où dès la scène d'ouverture, nous voyons l'inspecteur Ichabod Crane traverser une... Ouais. C'est anglais, ça, non? Je vais passer au traverser... C'est beau, non? Traverser une forêt où règne brouillard et bruit de bêtes sauvages, dans le but d'enquêter sur ce soi-disant cavalier sans tête qui terrorise toute une contrée. On retrouve aussi cette notion dans le film d'horreur Le Projet Blair Witch, où 3 étudiants en cinéma décident de partir tourner un documentaire sur la sorcière de Blair dans une forêt du Maryland. Maryland. Yeah. Salem, toi l'expert en cinéma de l'équipe, j'espère ne pas avoir dit de bêtises. Aucune. Merci. Merci. Et puis même dans les contes de notre enfance, le petit poussé, il se perd où? Dans la forêt. Dans la forêt. Oui. Hansel et Gretel, ils se perdent où? À Carrefour. Non. À côté, dans la forêt de Carrefour. Et le petit chaperon rouge, où il se fait bouffer par le loup? Dans la forêt. Eh ben voilà. Donc ce mot forêt est totalement dichotomique. Et foireux d'ailleurs, voilà. Et regorge donc de nombreuses contradictions. Et dire qu'aujourd'hui, on se plaît à aller promener dans la forêt pour se détendre et décompresser. À ce sujet, en forêt, en ce moment, en Ariège, on voit plus de Toulousains à l'affût de cèpes que de cerfs, je vous le dis. D'ailleurs, les gars, Pascal, Nico, Salem, demain, vous avez prévu quoi? Vous allez vous lever et demain, dès l'aube, vous irez cueillir des cèpes? On va changer nos plaques d'immatriculation. Parce que sachez que, si vous y allez, le mot de passe, il faut savoir imiter le brame du cerf. Ça, c'est vous pouvez vous essayer, s'il vous plaît? Voilà, on a eu la chance de le croiser. On a eu la chance de le croiser et ça fait à peu près ce bruit. Ouais, ça fait peur. Ça dépend des cerfs après. Voilà. Bon, revenons donc à cette dichotomie. De nombreuses comptines pour tout petit mentionnent cette forêt colorée et peuplée de gentils aminaux trop choupinous. C'est quand même là que vivent nos copains les Schtroumpfs, non? Ou bien nos copains les trolls, ou encore les gentils de la Reine des Neiges. Et puis on a tous en tête cette comptine. Dans la forêt lointaine, on entend le hibou. Le coucou! Du haut de son grand chêne, il répond au hibou. D'accord? Donc là, c'est mignon. Donc cette petite forêt là, vous avez envie d'aller vous y poser et vous reposer, et voilà, on sera bien. Alors que chez Benabar, lui, dans sa chanson La forêt, je le cite, dans cette forêt j'y suis encore, de cette forêt est-ce qu'on en sort? Guet-apens sombre végétal, obscure et verte cathédrale, écrasante et sale. Est-ce qu'on a envie d'y aller là? Non. Vous voyez à nouveau la dichotomie quoi, où on va. Soit on est bien, soit ça fait très très peur. Et savez-vous, chers chroniqueurs, que l'un d'entre nous tire même son nom de la forêt autour de cette table? Qui est-ce? Suspense? Ça, c'est pas moi. Qui est-ce? Notre cher capitaine, bien entendu. Et oui, Dubus représente l'ancienne forme artésienne de Dubois, nom topographique désignant l'habitant de la maison située près d'un bois ou d'une forêt. Et qui vivait près de la forêt? Le bûcheron, bien entendu. Voilà, imaginez. C'est vrai qu'il a la carrure. Imaginons donc. Regardez ça. Imaginez Manu avec une chemise à carreaux, la moustache, une casquette, et là le plus dur, avec de gros bras. Voilà. Vous voyez, et le tour est joué. Bon, là, j'ai sauté dans le cliché. Bon, je sais, pardon. Et oui, Manu, c'est un peu notre Mowgli de l'équipe, sauf que lui n'a pas été élevé par Balou, Bagheera et des loups, mais par Marie, Jean et des chats. Voilà, c'est lui. Alors, nous allons passer à mon petit moment selon Mia. Je vous rappelle qu'elle me dit toujours, ma fille nous dit toujours à quoi elle lui fait penser, qu'elle évoque le mot. Alors, le mot forêt. La forêt, ça me fait penser aux biches, car c'est la maison des biches, des fleurs, des sapins. C'est merveilleux. Oh, c'est merveilleux. Oui, bon, ma fille est professionnelle du néologisme, alors tant qu'elle était petite, ça me faisait rire, mais bon, là, 9 ans, je me dis quand même, bon, ok. Ça vient de la mer, ça. Voilà, peut-être que pour elle, du coup, c'est un endroit à la fois merveilleux et bienveillant, quoi qu'il en soit, c'est un endroit positif. Après, c'est clair que dans la forêt, tu as plus de chances de trouver une biche qu'un flamant rose, quand même. Hein. Merci Disney, merci Bambi, tout ça, quoi. Le flamant rose. De flamant rose. En mettant ma casquette d'archéologue des mots, j'ai bien compris qu'il fallait insister sur la différence entre bois et forêt. Forêt, c'est plus grand que le bois, ok? C'est pas pareil. Selon l'INF, pour celles et ceux qui ne saisissent pas l'acronyme, l'inventaire national des forêts. Oui, il y a bien des personnes pour qui chercher la forêt, c'est un métier. Une forêt fait plus d'art, alors que le bois fait moins d'art, ok? On ne déconne pas avec les arts et les arbres. C'est saisi? C'est très bien. Après, pour moi, forêt, c'est aussi synonyme d'antihistaminique, de maux de tête et d'éternuement. Un comble non pour un papillon. Nous allons passer à mon top 3 des citations. C'est parti, je voudrais un peu de suspense. Attention. Sur la 3e marche du podium. Attention, citation.
Je vais y mettre tout Vas-y. pour que vous compreniez qui c'est. Jingle. Si vous avez de la peine, si la vie est méchante avec vous, réfugiez-vous au cœur de la forêt. Elle ne vous décevra jamais. C'est ce qu'a dit Sissi l'impératrice à son empereur de Marie dans le premier volet cinématographique éponyme. Et moi, si c'est Sissi qui le dit, ben moi je le crois. D'accord. Ouais. J'aurais dit Sissi aussi. J'aurais dit Sissi, tu J'ai- vois. j'ai- Tu m'as j'ai- reconnu quand j'ai fait comme Mais ça. exactement. Ouais, ouais. C'est- Princesse, oui. Les gens ne me voient pas, mais on imagine. Sur la deuxième marche du podium, je fais un bruit de même, ça fait trop de bruit sur la table. Hein, voilà. C'est pas du flamenco. Dans la forêt, quand les branches se querellent, les racines s'embrassent. Proverbe africain. C'est coquin, non, ça, quand même? Vous avez saisi le Tu truc, peux la hein répéter? Tu peux la répéter? Dans la forêt, quand les branches se querellent, les racines s'embrassent. C'est beau. C'est hein. beau. C'est beau. Hein. C'est beau, hein. C'est mignon. Ça, c'est beau. Ça méritait peut-être la première place, Nic- mais non. Nicolas, ça te fait. Là, Ça le fait là rêver. tu vois. Là. Moi, je me dis, c'est un appel du pied pour qui, là? Pour Manu, Je sens quelque Manu chose, et sa là. chronique, Ah, je veux pas en dire plus, mais Voilà, apparemment. voilà. Je ne sais Histoire pas. de slip. Et attention, sur la. Chut, ne divulgachons pas. Ne divulgation. Et sur la première marche du podium de ces citations avec la forêt, tous les hommes sont perdus. S'il n'y avait pas les femmes, on serait dans les forêts à hurler comme des loups. Vous pouvez faire les loups? Ben, merci au réalisateur Bertrand Blier, rien à rajouter, cœur sur toi, il a tout compris. Je laisse la parole donc à mes compagnons bûcherons du soir pour continuer ces déambulations dans la forêt. À toi, Sarah. Merci Marjorie. Je vais justement vous parler d'un bûcheron et d'une bûcheronne ce soir. Quelle transition. Quand on parle de forêt, je pense à celle des contes de fées de notre enfance. Je sais pas vous, mais c'est un... C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc ce lieu à la fois magique et angoissant, ambivalent, comme disait Voilà. Marjorie, où chacun peut projeter son imaginaire. Les contes ne sont évidemment pas réservés aux seuls enfants. Ça vous rappelle pas quelque chose, cette question? Non? Les contes, vous vous rappelez quand on avait encore du temps en français Ah pour, oui, c'est ouais. vrai. On était pro. Avec, oui. ouais, Ça, ouais. c'était il y a très très À dire longtemps. longtemps. C'était il y a très longtemps. Ah, oui, un objet d'étude. Un objet Exactement. d'étude. Donc j'aimerais vous parler d'un conte première. pour petits et pour grands enfants qui est sorti en 2018. À l'époque, sa lecture m'avait beaucoup marqué. Ce conte a été écrit par un auteur plutôt connu pour ses pièces de théâtre. Il s'appelle Jean-Claude Grimbert. Dans La plus précieuse des marchandises, c'est le titre de ce conte, il nous raconte l'histoire d'un bûcheron et de sa bûcheronne, justement, vivant au milieu d'une forêt. Alors d'une forêt, pas d'un bois, hein. Ok. Une grande forêt. On a bien compris la différence. Ce bûcheron et cette bûcheronne ne peuvent pas avoir d'enfants et ils vivent dans une très très grande pauvreté. Tous les jours, la bûcheronne va regarder un train passer au milieu des bois. Celui-ci ne s'arrête pas, mais on lui a parlé des marchandises qu'il contenait et elle rêve aux richesses qui pourraient éventuellement tomber de ce train. Un jour, justement, un paquet est jeté par la lucarne. Il est enveloppé dans un châle brodé d'or et d'argent. La plus précieuse des marchandises, ce jour-là, est une petite fille, dont le père, la mère et le frère jumeau sont restés dans le train. Dès le départ, l'auteur se met en scène et il joue avec le lecteur sur la confusion fiction-réalité. C'est d'ailleurs ce qui est très intéressant dans ce conte. Rassurez-vous, nous dit-il, ce n'est pas le petit Pousset, pas du tout. Moi-même, tout comme vous, je déteste cette histoire ridicule. Où et quand a-t-on vu des parents abandonner leurs enfants faute de pouvoir les nourrir ? Cette histoire est donc à la lisière du genre. C'est un conte employant les clichés de ce type de récit, la forêt donc. Les personnages stéréotypés, on y découvre par exemple un être monstrueux à la tête cabossée, les expressions usuelles, comme il était une fois. Mais cette histoire est surtout ancrée. Elle nous parle d'un temps qui a réellement existé. D'ailleurs, Jean-Claude Grimbert sous-titre son ouvrage « Conte pour amateurs d'histoire vraie ». C'est ce mélange des genres, ces émotions mêlées où on passe du sourire aux larmes d'une page à l'autre qui fait toute la richesse de ce texte bouleversant. On peut également rappeler qu'une partie de la famille de Jean-Claude Grimbert a été déportée à Auschwitz. Son récit est donc à la fois émouvant, en particulier dans la description du lien qui se noue en fait entre le bébé et le couple de bûcherons et de la bûcheronne, et acéré dans sa manière d'aborder des événements historiques. Dès la première page, l'auteur évoque en effet la guerre mondiale qui sévit à cette époque, ainsi que des miliciens vert de gris. Si vous le voulez bien, je vais vous lire l'épilogue. Ouais, je me suis pas trop foulée. On veut bien, vas-y. Je vais vous faire la lecture de la fin de ce conte. Cela n'enlèvera en rien le plaisir que vous aurez à le découvrir, car il faut vraiment aller savourer les mots de cet auteur. Ne voyez dans cette fin aucun clin d'œil à des personnages politiques existants ou ayant existé, en France ou dans des pays voisins. Voilà. Vous savez tout. Pardon. Encore une question ? Vous voulez savoir si c'est une histoire vraie ? Une histoire vraie ? Bien sûr que non, pas du tout.
Il n'y eut pas de train de marchandises traversant les continents en guerre afin de livrer d'urgence leurs marchandises ô combien périssables, ni de camps de regroupement, d'internement, de concentration ou même d'extermination, ni de familles dispersées en fumée au terme de leur dernier voyage, ni de cheveux tondus, récupérés, emballés puis expédiés, ni de feu, ni de cendres, ni de larmes. Rien de tout cela n'est arrivé. Rien de tout cela n'est vrai. Ni la libération des villes et des champs, des bois et des camps qui n'existaient pas, ni les années qui suivirent cette libération, ni la douleur des pères et des mères cherchant leurs enfants disparus, ni même les châles de prière frangés et brodés d'or et d'argent. Rien n'est vrai. La seule chose vraie, vraiment vraie, ou qui mérite de l'être dans cette histoire, car il faut bien qu'il y ait quelque chose de vrai dans une histoire, sinon à quoi bon se décarcasser à la raconter. Oui. La seule chose vraie, vraiment vraie donc, c'est qu'une petite fille, qui n'existait pas, fut jetée de la lucarne d'un train de marchandises, par amour et par désespoir. Fut jetée d'un train, enveloppée d'un châle de prière frangé et brodé d'or et d'argent. Châle de prière qui n'existait pas. Fut jetée dans la neige, au pied d'une pauvre bûcheronne, sans enfant à chérir, et que cette pauvre bûcheronne, qui n'existait pas, l'a ramassée, nourrie, chérie et aimée plus que tout, plus que sa vie même. Voilà. Voilà la seule chose qui mérite d'exister dans les histoires, comme dans la vie vraie. L'amour. L'amour offert aux enfants, aux siens comme à ceux des autres. L'amour qui fait que malgré tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas, l'amour qui fait que la vie continue. Ouais. Merci Sarah. Ouais, voilà. Puisque tu m'y invites, Voilà. je vais continuer. Et je vais changer de registre, je pense. Tu as parlé d'amour. Parce que là, il faut On va parler d'amour. Puisque tu voulais qu'on parle d'amour, on va parler d'amour. Et de vie qui continue. Et de vie qui continue. Et nous allons continuer parce que vous allez voir, la vie continue. Et je vais commencer donc par une petite devinette. Alors, on va casser, on va changer un peu d'ambiance. Oui. Donc voilà, je vais poser une question. Je vais vous proposer 4, comme un caout, 4 propositions. Vous me direz quelle est la bonne d'après vous. Oui, non, c'est caout. Question pour un champion, c'est un peu vintage quand même. Écoute-moi la question. On est prêt. Alors, qui a dit pour changer le monde, commençons par changer de slip? Stéphanie Monaco. Je t'ai dit qu'il y avait des réponses proposées. Karl Lagerfeld. Pardon. Réponse A, le général de Gaulle. Non. Tout le monde le récupère. Réponse B, ma mère, quand adolescent, j'avais choisi un slip comme doudou. Non. Réponse X, la marque Le Slip français. Et réponse Q, Dominique Strauss-Kahn dans la chambre du colonel Moutarde. Je pensais pour la troisième. Ouais. La troisième, exactement. Bravo. Oui. Bravo, Pascal. Bravo Pascal, on voit le connaisseur. Eh bien oui, c'est le slogan de la marque Le Slip le slip français, effectivement. C'est Il leur nous slogan. montre, Oui, bien sûr. Pascal. Il nous montre son slip. Ouais, arrête, Pascal. Merci. S'il te plaît, non, pas un ce registre. n'est pas une invitation, Pascal. Ceci n'est D'accord pas un slip. C'est un slogan de la marque Le Slip français, marque créée en 2011, l'année d'avant la fin du monde, si vous vous rappelez, et qui est un peu le symbole de cette industrie française dont certains aimeraient relocaliser la production. Alors, je ne suis pas là pour trancher le débat entre slip et boxer, débat aussi stérile que celui opposant la chocolatine et le sordide pain au chocolat, le crayon à papier et le lamentable crayon gris, etc. Non, je suis là pour vous présenter une carte. La carte du slip. Parce que oui, mes amis, aussi futile que cela puisse paraître, le slip a sa carte. Une nouvelle carte, un peu comme dans un bon restaurant, un nouveau souffle censé souffler sur le slip à papa. Cependant, soufflez, comme dans la forêt. Cependant, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec la thématique du jour? Quel est le rapport à la thématique du jour? Aucune. Il n'y a aucun rapport. La forêt, on va y bien, arriver, là. bien sûr qu'on va y arriver, bien oui. Laissez-moi vous raconter une petite histoire introductive. Près de chez moi se situe une petite forêt que l'on appelle communément, tu le sais Marjorie, la forêt magique. Notamment parce qu'après chaque inondation, on retrouve, comme pour les lundis de Pâques, non, toutes sortes d'objets charriés depuis l'amont. Il y a une forme de magie à découvrir au gré de nos pas, des magrets de canard, c'est vrai, des parapluies roses à pois verts ou des déambulateurs dont on se demande si le propriétaire n'est pas lui, plus en aval. Bref, c'était il y a quelques semaines, je courais très tranquillement avec mon fils, mon adobis, pour reprendre l'expression de la merveilleuse journaliste Marie Sauvian, bercé par les clapotis de la rivière qui serpente au milieu de la forêt dite magique, quand soudain, mon fils m'interpelle. C'est normal ça ?
Je sais pas faire la voix de mon fils. Hein, Tu sais pas limiter, hein. Non, je sais pas Du tout, là, limiter, et c'est c'est rapide. une catastrophe. En même Il temps, a une un voix ado, très c'est grave, hein, difficile. mais j'arrive pas à... T'aurais dû afficher. l'enregistrer. Oui, mais il n'a pas voulu. Et il me désigne un petit monticule à quelques mètres de nous. Nous nous approchons et découvrons en ébobie un tas de slips, une cinquantaine. Véridique. Peut-être plus, je n'ai pas compté. Nous nous regardons et mon fils a alors cette phrase définitive et stupéfiante qui me plonge dans une profonde mélancolie. Bon, je fais pas la voix de... Non. C'est quand même triste que ces slips finissent leur route transcontinentale ici quand tu sais d'où ils viennent. C'est qu'en effet, si on peut le constater sur l'étiquette intérieure, si vous regardez vos étiquettes intérieures, nos slips proviennent dans l'immense majorité des cas de Pascal, l'Asie tu regardes la même de l'Asie du Sud-Est. Pas tout de suite, s'il vous plaît. Dans l'immense majorité des cas de l'Asie du Sud-Est. Et en particulier d'un petit pays, entre guillemets, coincé entre le Pakistan, dont il s'est très violemment séparé en 1971, et la Chine, le Bangladesh. Oh là là, il y a des connaisseurs, on voit il y a des profs là ou quoi. Et si le Bangladesh a fait du textile le pétrole de la nation, l'expression du Premier ministre, c'est au prix de conditions de travail effroyables. Vous vous souvenez sans doute de l'effondrement du Rana Plaza en 2013, année post-fin du monde là aussi. Ce bâtiment servant d'usine textile de sous-traitance pour des marques aussi, entre guillemets, prestigieuses que H&M ou Zara. Bilan effroyable, 1135 morts et plusieurs milliers de blessés. Vous vous souvenez également du scandale qui en avait suivi. La création du slip français répond à une évolution qui semblait irrémédiable. La fameuse désindustrialisation de la France et son cortège de délocalisation. Mais elle répond également aux enjeux environnementaux avec l'utilisation de circuits courts et le recours au concept d'éco-conception. Pieuse ambition. Mais passons à la carte. Bon, je ne reviendrai pas une nouvelle fois sur le fait que le slip français est d'abord un slip métropolitain. Amis ultramarins, vivez à poil. De toute façon, on n'est jamais très loin du mythe rousseauiste du bon sauvage. Autre point, aux surprises, le slip français ne fabrique pas que du slip. Un vrai marché. Qui veut de la pantoufle? La prochaine suadam et mamie, tu veux un soutif? Oh papy, tu veux des chaussettes pour l'EHPAD? Mademoiselle, t'as pensé à renouveler ton stock de culottes? La France est un vrai tapis où l'on ne parle plus d'usine mais de fabrique. La fabrique à slip, comme si le terme d'usine conservait une connotation péjorative, quand celui de fabrique, historiquement plus ancien, renvoyait à quelque chose de plus noble et de plus artisanal. Et au demeurant, tout dans la communication de l'entreprise est un subtil mélange entre la nostalgie et le goût du moderne. Si la vente des produits se fait presque exclusivement sur Internet, la marque joue sur la proximité. Slogan. Il y a toujours un atelier du slip français à moins de 200 km de chez vous. Bon, en Nouméa, tu peux multiplier par 100. Remarquez comme chez toutes ces entreprises qui ont axé leur politique et leur communication sur le très English Made in France, on retrouve le drapeau tricolore. Je pense notamment aux marques Cocorico, Tranquille Émile, le t-shirt propre ou la française. Chez le slip français, on s'est même inspiré pendant quelques années de la cocarde révolutionnaire. L'anthropologue Yves Delaporte, que vous connaissez sans doute, avait, il y a déjà quelques années, souligné l'importance du rapport entre vêtements et identité. Et l'utilisation de tous les codes du Made in France, notamment dans l'industrie textile, renvoie évidemment à un imaginaire national s'entendant à la puissance passée. Bon, à 35 € le slip terrible plus gris anthracite, vaut mieux d'abord avoir une certaine puissance financière parce que ça représente quand même un monticule de slip du Bangladesh. Et à 40 € le boxer Moulbit, le pauvre aura tout intérêt à se priver de Netflix et de Nutella s'il veut se faire reconnaître comme le français moderne. Et je n'évoquerai pas évidemment la question des incontinents chroniques. On peut donc se demander si la création du slip français n'est pas davantage, tout du moins au départ, un coup de génie marketing plutôt qu'une réelle ambition de changer le cours de l'histoire. Parce que d'une manière plus large, si l'emploi industriel a cessé de s'effondrer en France depuis 2015 pour se stabiliser autour de 3,5 millions d'employés, si la pandémie et la guerre menée par la Russie en Ukraine ont violemment rappelé la nécessité de la souveraineté stratégique, il est illusoire, comme le rappelle le géographe François Boss, de penser que l'emploi industriel français va redécoller. Cependant, assurer notre souveraineté en slip, boxer, pantoufles et autres linges intimes est un premier pas vers cette souveraineté stratégique que la mère patrie appelle de ses voeux parce que diantre, imaginez que demain nous devions faire face à une crise du slip. Que deviendrions-nous? Imaginez les files d'attente devant Monoprix, les Galeries Lafayette, une saturation du site web de la Redoute, des gens à moitié fous avec des jerrycans de slip, des arrachages sanglants de scouquins, un marché noir du string ou un Premier ministre qui demande solennellement au journal de 20h au patron du slip français de multiplier par 10 la production tout en demandant un rabais de 30 centimes à la pompe, sans mauvais jeu de mots, et hurlant à la mort à la fin que s'il le faut, on va utiliser notre stock de masques FFP2 pour reconstituer notre stock stratégique de dessous intimes parce que sinon on va devoir relancer l'industrie de la crème contre les irritations honteuses. Imaginez, effondrement et apocalypse. Bref, en conclusion, que conclure? Qu'on va être sponsorisé peut-être par le slip français. C'est ce que j'espère. C'est le but. Et bien que derrière cette carte d'un certain patriotisme industriel, cet affichage d'une relocalisation de sites de production, la réalité invite à la mesure et que le chemin vers la souveraineté bleu-blanc-rouge est un long chemin qui peut parfois paraître désuet ou artificiel.
Et je pense à cette célèbre expression, le slip qui cache l'arbre, qui cache la forêt, vous connaissez bien. Derrière cette expression, justement, qui, vous en conviendrez, nous renvoie à une image un peu coquine, se tapit finalement peut-être une idée un peu reptilienne, à savoir que l'affirmation de la souveraineté commence par l'affirmation d'une ancestrale virilité. Je vous laisse méditer. Vive la France, vive le slip français. Vive le slip. Et je me lève pour cela. Non. 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 Je suis patriote. Oh non. J'ai mon slip français. Ah non, c'est enfant. Il a montré son Non, slip. montre, Manu, attends. Non, montre, Là, Manu, ça Manu. mériterait qu'on soit Manu, en non, direct. Manu, il faut qu'on prenne la Je suis un photo. vrai patriote. Manu, Le slip français, c'est important. Patriote au niveau on est frissons. Tout à l'heure, si tu veux, Nico. Marina, Voilà. tu vas avoir une belle transition Voilà. là, je Oui, pense. puisqu'on parle de république, puisqu'on parle de patrie, la région la plus républicaine, hein, c'est celle où... Alors c'est un La site République, marinière, c'est le- hein, il faut le dire. Zone aux marinière, auditeurs. oui, Un oui. site marinière. Exactement, tout à fait, exactement. Avec un liseré rouge en surplomb. C'est vrai. Bah, tu m'as l'air bien au courant, toi. Oui, hein. c'est... Alors, comment- j'avais C'est un fait que breton regarder. qui Attends, s'ignore, oui, qui oui, se oui, cache. Pour voir à quel point son patriotisme était Votre- bien, oui, bien là en c'est ça, place. Oui. Il passe ses vacances en Bretagne, je vous rappelle. Donc oui, justement, en parlant de République, allons en Bretagne. Bon, je vous invite à faire une petite histoire de la forêt française avec moi. Alors pour ce faire, commençons par aller dans un petit village que nous connaissons bien, heureux sous le chaud soleil printanier, enfoui dans la grande forêt armoricaine, riche en succulents sangliers. Eh oui, le petit village voit l'avenir avec optimisme. Vous y êtes ? Oui, Pourtant, ce petit village est encore et toujours menacé par les projets de l'incontournable Jules César. Cette fois-ci, forcer les Gaulois à accepter la civilisation romaine et détruire la forêt pour la remplacer par un parc naturel. Dès le début du domaine des dieux, on retrouve donc l'opposition entre la forêt, Silois pour les Romains, un monde sauvage, et la guerre, les terres maîtrisées, cultivées, appropriées, une nature domptée, donc civilisée, même si c'est sous la forme de la boutade chère à Uderzo et Goscinny. On se retrouve également face à l'État aménageur, à travers un certain Anglégus qu'on voit arpenter la forêt, mesurer, couper, provoquant au passage le désespoir d'idées fixes, de même que l'incompréhension et la colère des irréductibles Gaulois. Il ne s'agit pas ici de les accompagner pour semer des glands magiques et effacer en une nuit les défrichements de la journée. Quoique, les monts d'arrêt comme la forêt de Pimpon en auraient bien besoin après les incendies de l'été. Toute histoire de la forêt est ponctuée d'avancées et de reculs, de défrichements, de reboisements, plus ou moins planifiés, mais toujours avec l'objectif de mettre en valeur et d'exploiter les ressources qu'elle recèle. Une telle conception émerge avec la néolithisation, entamée entre 12 000 et 10 000 ans avant notre ère au Proche-Orient, et diffusée en Europe à partir de moins 9 000. La sédentarisation des populations va de pair avec le développement de l'agriculture et de l'élevage, et ouvre une ère où les hommes défrichent, déboisent. Et jusqu'à la fin du Moyen-Âge, on oscille entre contraction et expansion forestière au gré des variations climatiques, des évolutions démographiques et du renforcement du pouvoir des États. Donc, quand César, toujours lui, dans la guerre des Gaules, décrit une forêt immense, impénétrable, allié essentiel des Gaulois, il tord quelque peu la réalité, le grand homme. Mais le mythe est né et perdure. Quant au contrôle de l'État sur ces espaces forestiers, c'est plus compliqué de le montrer. La forêt est effectivement considérée comme locus neminis, autrement dit n'appartenant à personne, donc à tout le monde. Dès la fin de la République romaine, il existe un département administratif en charge des forêts et des chemins. Ça vous rappelle quelque chose, le chemin ? Dont la direction est déléguée au consul en exercice. On perçoit dès lors l'importance stratégique de la forêt pour un État, dont le territoire ne cesse de s'étendre. Ce n'est qu'au VIe et VIIe siècle qu'on commence à parler de Siloa forestis, domaine réservé aux chasses et aux coupes du roi. Les premiers forestiers sont alors les agents royaux chargés d'administrer les bois. Par la suite, ce sont les seigneurs qui disposent de leur propre personnel chargé des tâches de surveillance, de police et de justice. Parallèlement, le domaine royal réduit ne donne pas lieu à une administration spécifique des forêts. Il faut attendre l'ordonnance de 1291 de Philippe le Bel pour que commence une politique forestière volontariste. Comme le dit le site de l'ONF, l'histoire de la forêt commence il y a 700 ans. C'est la création des maîtres des eaux et forêts, qui sont des enquêteurs et réformateurs au pouvoir supérieur à ceux des baillis seigneuriaux, chargés de mettre en œuvre les nouvelles orientations du pouvoir monarchique, d'abord dans les forêts royales, puis dans les forêts ecclésiastiques.
C'est la marque d'un pouvoir royal qui se renforce en même temps que le domaine du roi s'agrandit dans le contexte du petit âge glaciaire qui commence. Cette prise en main de la forêt se poursuit avec, en 1346, l'ordonnance de Brunoy qui annonce la généralisation des coupes réglées. L'ordonnance de 1669 qu'on doit à Colbert n'est donc pas si novatrice qu'on le prétend parfois. Elle s'inscrit dans la continuité des politiques royales précédentes et reprend l'idée que la forêt est un potentiel à exploiter, clé de voûte de l'économie et de la puissance nationale. Il convient donc de la contrôler. Cette volonté de mise en ordre de la nature aboutit à une vaste régression forestière que l'ordonnance de Colbert ne réussit pas à enrayer. Et il faut attendre le 19e siècle pour voir les surfaces boisées de nouveau s'étendre. Mais peut-on encore parler de forêt ? Dans les années 1820 est créée l'école de Nancy, chargée de former des personnels qualifiés pour gérer les forêts françaises, en même temps qu'est promulgué le code forestier pour encadrer et réguler leur exploitation. On peut parler, dans un contexte d'industrialisation accélérée, d'une forêt conçue comme une réserve de bois dont l'État a la charge. Ce qui illustre le mieux cette situation, en 1857, le lancement du projet d'assainissement des Landes par une loi. Les marais sont asséchés et transformés en forêts de pins, aux dépens des sociétés traditionnelles locales. Une forêt cultivée, une ressource renouvelable créée de toutes pièces, ou presque, par un État aménageur et autoritaire devenu depuis parc naturel. La forêt, pas l'État. À peu près au même moment, dans la forêt de Fontainebleau, des peintres militent pour protéger cette nature qui leur sert de décor. Naît alors la réserve artistique de Fontainebleau, 1097 hectares exemptés de coupes réglementaires, conservés pour les artistes et touristes qui visitent chaque année ce musée d'arbres gigantesques. Et c'est enfin dans les années 60, décennie qui a vu l'État aménageur s'épanouir, que l'ONF est fondé. Établissement public à caractère industriel et commercial qui succède à l'administration des eaux et forêts initiée par Philippe le Bel. L'objectif est de mettre sur pied une véritable sylviculture industrielle dans le contexte de la modernisation de l'agriculture, mais c'est aussi le temps où naissent les parcs naturels nationaux et où le souci de protection de la biodiversité émerge. L'ONF aujourd'hui est en charge de toutes ces missions, parfois contradictoires, avec une obligation de rentabilité et des moyens qui ne cessent de diminuer. Où on retrouve finalement les préoccupations de nos valeureux Gaulois face au projet romain. Pas sûr cependant que cela se termine par un bon sanglier grillé, arrosé de cervoise, dégusté en bonne compagnie au cœur de la forêt. Peut-être y entendrons-nous notre barde préféré, j'ai nommé Nicolas. Donc merci Marina. Je vous propose en fait maintenant de rentrer dans cette forêt. Vous avez fait tous des descriptifs de forêt, peut-être par Manu avec son petit slip. Mais essayons maintenant de rentrer dans la forêt et je vous propose en fait un petit quiz pour essayer de reconnaître en fait des sons, voilà, que l'on retrouve dans la forêt. Voilà. Donc premier son. Donc il n'y a aucune ambiguïté. Ce sont que des sons pris dans une forêt, d'accord ? Ne soyez pas. Par tes soins. Par tes soins ou pas ? Oui, bien sûr. Oui. S'il y en a, je sais, il y en a, c'est toi. Hein. Premier son. Si je mets le son, ça serait un peu mieux. Donc on va le faire, voilà. Je remets le son. Voilà, merci. Coupe le son. Comblez le vide, merci. Allez, on est parti. Une rivière. Un ruisseau. Ouais. Voilà, c'est un petit ruisseau. Alors pour la petite histoire, c'est un petit ruisseau dans une forêt à côté de chez moi, la forêt de Montberon, et qui s'appelle Brunette. Ah. Le ruisseau de la Brunette. Bon, d'accord. Voilà. Et pourquoi tu as l'explication ou pas ? Deuxième son, merci Manu. On est parti. Un marcheur. Un randonneur. C'est pas toi en VTT là ? Ah oui. Ah, en VTT ? Aïe. C'est toi qui chutes. Effectivement, c'est la chute. Et Marjorie, je suis bien content d'ailleurs que tu trouves la solution puisque voilà. Tu es apparemment. Alors moi, Nico, ça fait beaucoup plus de bruit. C'était moins élégant quand même. Ah d'accord. Voilà. Donc effectivement, c'était VTT et petite chute en VTT. En forêt. Pascal aussi pourrait en forêt en parler puisque ça a été enregistré à un endroit où. Par lourdement, mais j'avais chuté effectivement. Toi, tu tombes de haut. Alors mais j'ai chuté à l'arrêt si vous voulez. Donc, de haut quand même. C'est ça que ça fait le plus mal finalement. Parce que t'es pas emporté par le... Troisième son. Et là, il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans ce son, je pense. Ah bah oui. Là, ça galope. Hein. Moi, je me reconnais pas trop parce que je marche beaucoup plus que toi. Hein. Là, il y a du 13 km/h. Oui, 13 km/h.
Imaginez quand même en train de s'enregistrer et en courant en même temps. Donc la foulée n'était pas très quand même. Oui, Bon, oui, bref. Pas très fluide. Pas très fluide, ouais. Voilà, dernier son. Allez. Faut chercher les champignons, ça. C'est du papier, Tu là. as fait pipi dans la forêt. Tu fais des, Non, ça c'était le premier. Ça. Tu essaies de faire du feu. Non, tu pas fais du des tout. cadeaux de Noël dans la forêt. Alors, premier degré de lecture, en fait, pour vous dire la vérité, c'est ma fille, en fait, qui est en train de bouger les broussailles à la maison. Mais en fait, l'idée, c'était de vous dire qu'en fait, dans une forêt aussi, vous pouvez rencontrer des animaux. Oui. Voilà. Et que parfois, quand vous courez, au-delà de voir des hommes avec des gilets orange, là, ça, c'est des chasseurs, mais vous pouvez avoir aussi des rencontres un peu Des sangliers. difficiles, des sangliers, Sangliers, des tu te chevreuils, souviens des biches. Avec Sarah, Je nous pense avons qu'on est connu tous, ça, on a et tous vécu ça. confrontés à ça. Voilà. Et bien sûr, là, vous êtes en train de vous demander, mais où veut-il en venir avec tous ces sons? Mais exactement. C'est vrai que là, C'est un peu comme moi avec les concrètement, Tu avais annoncé un quiz. Donc. Oui, et bah, ouais, c'est un quiz. on était dans la Eh bien- forêt, là. Eh bien, en fait, la question en fait que je voudrais vous soumettre, c'est que est-ce que la forêt, est-ce qu'on pourrait pas plutôt, voilà, se dire que finalement ces sons, voilà, illustrent à merveille des petits moments de nos vies. Ouais, c'est vrai. Oui. Voilà, ouais, des moments un peu chaleureux souvent où on est avec des amis. Chut, Oui, pas mais quand même, trop ça cher. reste de bons souvenirs. Et donc là, comme ma chronique c'est vue du ciel, je vais prendre un peu de hauteur, enfin du moins je vais essayer, et je vais essayer de poser une question plutôt sur l'idée suivante, c'est est-ce que finalement des liens n'existeraient-ils pas entre la forêt et l'histoire avec un grand H? Ah, si. Vous voyez là de suite, bon. Oui, oui, là, tout de suite. Bon, là, il y a des heures de préparation quand même au niveau de cette problématique. Et en effet, il semble que des faits historiques démontrent que les deux sont intimement liés, c'est-à-dire forêt et histoire avec un grand H. Tout ça sous le contrôle de Marina, évidemment. Merci. Oula. Attention. Donc, ou sinon, je pourrais la poser un peu différemment, c'est la forêt n'est-elle pas témoin de notre histoire? Eh bien, je dis oui. Et un exemple... Oui, non, mais oui, parce Il y a bien qu'on n'a pas le temps. réponse. On n'a pas le temps de débattre, etc. Quelle politique. Moi, je dis oui, et je vais vous donner un exemple. Ou plutôt, vous allez me demander, mais Nico, donne-nous un exemple. Exemple, Nico. Voilà. mais quand même. Alors là, attention, là, attention, parce que écoutez bien. Eh bien, là aussi, là, il y a des heures de travail quand même. Je suis content de mon truc, donc je vous le dis. Eh bien, prenons le chemin. Il se Il a pas fait la rattrape. chronique, mais il est Il là. se rattrape. Donc, je répète. Eh bien, prenons le chemin vers Arfons, petite commune située dans le sud du département du Tarn, au cœur de la montagne Noire. Et mettons... Et attendez, non, parce que là, c'est le deuxième effet, quoi. Deuxième effet. Il est ému. Émettons de la lumière. Émettons de la lumière. Oh, il est bon. Il est bon. Émettons de la lumière sur une plaque, et là je redeviens sérieux, sur une plaque commémorative que l'on trouve à l'entrée donc du hameau des Escudiers, à 4 km donc du village d'Arfons. Cette plaque commémorative nous dit « En hommage aux familles de Harkis qui résidèrent en ce lieu de 1962 à 1971. » En effet, cette plaque rappelle qu'après la guerre d'Algérie, de nombreux Harkis, le mot désigne les supplétifs musulmans rattachés à une unité militaire française, furent accueillis dans des hameaux forestiers. Celui des Escudiers a participé au programme systématique de reboisement de forêts par des résineux à partir du début des années 60. Logés dans des appartements construits dans 2 bars reposant sur une plateforme bétonnée, ils participèrent donc, ces Harkis, de la fin du mois d'octobre à la fin du mois d'avril, aux plantations de résineux mais aussi de hêtres. C'est ainsi que des milliers d'hectares furent reboisés grâce à ces populations. Le reste de l'année, les ouvriers s'occupaient de ces plantations. Le hameau n'avait pas pour objectif d'être pérenne pour ces familles et pour le hameau en lui-même. Des familles restaient maximum d'1 à 3 ans avant de s'installer dans d'autres régions. Le hameau, lui, fut définitivement fermé le 5 octobre 1971. C'est fini. J'ai plombé l'ambiance. J'ai plombé l'ambiance. Toi, tu l'as dit. C'est sérieux. Voilà. Ouais. Et allez voir le film de Philippe Faucon sur les Harkis, c'est un très beau film justement. Qui sort en janvier. Oui. Non, qui est sorti là. Qui est sorti. Et on peut aussi aller voir au musée de Rivesaltes. On va aller le voir en Il y a janvier, si vous voulez dire. une histoire des Harkis qui Histoire est des Harkis. très très bien. Bah, c'est bon. Voilà.
Donc Nico, tu passes la parole à Salem, alors finalement. Tu passes le caillou à Salem. À Salem, tiens, tiens voilà, il est tombé devant toi le caillou. Excuse-moi, j'ai failli te l'envoyer. Il y a eu un accident de micro là. Il est long celui-là, mais je le reprends, je le récupère. Hein, oui. Alors, il y a écrit histoire dessus, donc forcément je vais parler d'histoire. Dans cette chronique que j'avais intitulée au tout début de celle-ci, Le plaisir de comprendre. Puis moi j'aime bien raconter des histoires, alors je vais encore vous en raconter une vraie, une vécue. Et j'en reviens encore une fois à cette ancienne école du village d'où je suis originaire, les Ades, petite commune de l'Ariège. Et vous savez peut-être, je l'ai déjà évoqué, que j'aime bien dans cette école revenir farfouiller un peu dans les objets qu'on a pu rassembler de l'école, l'ancienne école communale. Tout à fait. Donc cette ancienne école communale du grenier à la cave, de la cave au grenier, on a pu la parcourir et rassembler tout ce que les instituts avaient précautionneusement rangé avant que cette école ne déménage. Donc on avait souhaité, après le déménagement de l'école, qui a été construite un peu plus loin dans un bâtiment moderne, donc on a pu rassembler, entre autres, on a mis la main sur une série de manuels scolaires qui avaient été mis dans des caisses. On avait relevé qu'ils avaient été rangés avec grand soin. Et puis, en ouvrant ces caisses, on s'est rendu compte qu'ils étaient toutes ces caisses contenaient des manuels d'histoire. Et là, vous avez sous les yeux, et on le verra sur le site internet, voilà, le manuel, un extrait du manuel d'histoire que l'on retrouve à foison dans cette ancienne école. On le nommait comme on le fait toujours, par les auteurs Bonifacio et Maréchal. C'est une édition de 1956. Et ces manuels-là, lors d'une installation dans une des anciennes salles de classe, on les a ouverts et déployés sur les anciennes tables d'école des années 60 pour les donner à voir aux visiteurs. Et en espérant bien que ça puisse faire surgir des souvenirs dans la mémoire de ces écoliers, aujourd'hui d'un certain âge. Et ça a marché. Et notamment cette double page que vous avez là, double page qui raconte à elle seule le moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc je tombe sur cette double page, je me dis tiens, il ne raconte pas tout, je regarde la page qui précède, 113, non rien, il s'agit de la période de l'entre-deux-guerres. Je vais un peu plus loin, page 116, non, ça y est, on est plus loin, dans les années 40, dans les années 50 de la reconstruction. Donc c'est à ces deux pages que se résume l'enseignement de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, première partie, la résistance, deuxième, la libération de Paris, point final. C'est réglé, voilà. Ça c'est réglé. C'est ça. Bon, en 1h30 par semaine, ça passe, hein. Ils avaient déjà peut-être ces problèmes-là aussi. Donc, manuel destiné aux cours élémentaires et aux cours moyens, les deux. Et donc, ils pouvaient avoir le temps de développer cette thématique-là. Et donc, évidemment, pas de génocide, pas référence non plus au régime de Vichy, évidemment. Il fallait restaurer l'honneur national et ne parler que de la résistance. Et l'une des personnes qui a pu prendre ce manuel dans ses mains s'est exclamée en disant ah oui, je reconnais parfaitement ces manuels, ces images, et puis nous, on a joué à ça, on a joué à la résistance. Et justement dans les bois environnants de l'Esat. Et voilà où j'en viens. Oui, n'est-ce pas ? Je rame, mais j'y arrive. C'est ça. Et je vous lis notamment le deuxième paragraphe consacré à la page sur la résistance. Un chef français, le général de Gaulle, a réussi à quitter la France et s'est installé à Londres, en Angleterre. Il avertit par radio les Français, ouvrez les guillemets, la guerre, déclare-t-il, n'est pas finie, continuez à combattre l'ennemi. Fermez les guillemets. C'est pas mal, hein ? Des milliers de Français courageux organisent alors en France même la résistance avec un grand R écrit en gras. Ils se réfugient dans le maquis, c'est-à-dire dans les forêts et dans les montagnes. Leurs petits groupes mal équipés et mal armés attaquent avec héroïsme les troupes et les convois allemands. Et c'était justement à ça qu'ils jouaient. Ils nous disaient qu'ils alternaient entre Robin des Bois et la résistance. On peut y voir des liens, effectivement. C'était très intéressant comme discussion. Et là, nous avons en fait tous les éléments qui ont fondé le mythe de la résistance et nécessaire aux yeux des résistants dès l'été 44, dès le début 44. Ils savaient qu'il fallait construire cette image qui allait être très utile politiquement lors de la libération. Et ça fait référence à un film qui a été réalisé par Jean-Paul Le Chanois, qui était un cinéaste résistant pendant la guerre. Il réalise un film de montage
qui a pour titre Au cœur de l'orage. Alors je suis sûr que vous avez tous vu ces images. Toutes les images que l'on sait, que l'on a vues du massif du Vercors viennent de ce film-là. Et là, il fallait pour eux, notamment pour ce qu'il s'agissait de la forêt, bien insister sur cette image-là. Et si vous allez voir le film sur le site de l'INA, on voit dans les premières images le véhicule qui transporte les journalistes, dont Saint-Paul le Chanois, arpenter les routes du Vercors et s'enfoncer peu à peu dans la forêt, refuge des résistants. Il est disponible en entier sur l'INA ? Si ça n'a pas changé, oui, il doit être encore visible. Peut-être payant, mais il vaut le coup d'être acheté et d'être vu. Voilà. Et cette image-là a été largement reprise ensuite dans la bande dessinée. Parce que ce même monsieur me dit, mais moi aussi, je lisais beaucoup Le Grêlé 7-13. Alors je vous fais passer une... Ça vous dit rien, ça, Le Grêlé 7-13 ? Moi, ça ne me disait rien. Tiens, vas-y. Alors, ça paraît dans... Voilà. Ça paraît dans Pif Gadget. Ah oui, ça, forcément. Voilà. Alors le Grêlé 7-13, on explique pourquoi 7-13, c'est parce que ce jeune maquisard avait 7 taches de rousseur sur la joue gauche et 13 sur la joue droite. C'est un résistant français, mais aussi agent secret. Il avait pour meilleur ami un dénommé l'ermite et pour principal ennemi le colonel von Hans. Donc c'est Lucien Nortier et Christian Gatti qui ont fait les dessins et Roger Lécureux pour le scénario bien connu pour être l'auteur de Ram. Des agents farouches. Exactement. Et donc ça a été, Le Grêlé 7-13 a été publié dans Pif Gadget de 1966 à 1971. Alors c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas eu en main, ou je ne l'ai pas lu, qui ne me disait rien, alors que j'étais à peine un peu trop jeune, alors que j'étais fan de Pif Gadget. Pif qui était... C'était le Parti communiste. Le Parti communiste, oui. Exactement. C'est hérédité, là. Je sais Déjà, pas si c'est le PCK, mais ils auraient édité Pif Magazine. Alors non, c'est plus lui. C'est plus le parti. C'est plus le parti, non. Non, je pense pas. Mais c'est hérédité, on peut le retrouver dans les kiosques Pif. Exactement. Et donc, le Grêlé 7-13, son refuge, c'était aussi la forêt. Alors là, on voit... on le mettra sur le site, cette première image de cet épisode qui paraît en octobre 70, on retrouve strictement la même image que dans le manuel scolaire. Une image mythique, celle des maquisards dans la forêt et qui font exploser un pont sur lequel passe un convoi allemand. Donc la forêt, partie intégrante du mythe de la résistance, du résistentialisme, de l'imagerie de la résistance, donc créée par Le Chanois d'abord, et largement reprise ensuite dans toute cette littérature que je vous donne à voir aujourd'hui. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Salem. Prêt pour un bouillon de culture ? Ah oui. Le dernier caillou. Bouillon ou brouillon de culture? Le dernier caillou est pour... Brouillon, mais il va nous dire et moi. préciser. Ah, merci Pascal. Merci, Serge Ami. Merci. Pardon. Merci. Marquis. Histoire de chez le dentiste. Alors, merci Salem de me donner le petit caillou. Oui, c'est toi aussi. Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans Brouillon de culture. Ah voilà. La chronique brouillonne, mais toujours cultivée, ou presque. Presque. Enfin, j'espère. C'est vrai. Toujours. Le thème imposé est la forêt, vous l'avez bien compris. Et Qui pas l'a si choisi, facile que ça. Ça va pas être facile de placer un truc sur la pêche. C'est vrai. Encore que... Mais vous me connaissez. On croit en toi. Je suis penché sur le sujet tel Gil Grissom, Ouf. un des experts de la série éponyme, les experts à Las Vegas. Et alors, ça c'est à Miami, lui. J'ai choisi quand même Las Vegas. Alors moi-même, je suis fils de Gérard, le forestier, et pas Maxime, parce que mon père était un forestier à la retraite. Donc effectivement, la forêt, ça m'intéresse depuis que je suis tout petit. Et je vais essayer de vous donner 3 exemples que j'ai trouvés autour de la forêt, et que je vais tenter de vous dévoiler, chers auditeurs et chères auditrices, qui attendaient avec impatience les oreilles arrivées sur votre ordinateur, votre poste radio ou votre dernier smartphone. C'est vrai. Alors on va aller droit au but, mais pas forcément avec Marseille, mais je vais donc commencer par vous amener en mer Méditerranée, on n'est pas loin quand même. On est quand même pas loin. Alors on va prendre le train à Toulouse. On est Voilà, ça c'est une voiture, c'est pas tout à fait le... Et on va aller vers Nice, pour nous diriger ensuite vers la péninsule italique, la Lombardie, puis la Vénétie, pour arriver à la gare de Santa Lucia, qui est donc à Venise. Comme par hasard. Venise, terminus. Comme par hasard. Entre la pêche et Venise, c'est quand même... Étonnant. C'est récurrent. Étonnant.
Alors vous connaissez mon goût pour Venise, Pas du tout. pas comme les autres, située dans une lagune, en mer Adriatique. Une ville sur l'eau où vous n'entendrez pas le son des motos, des voitures ou autres vélos, seuls les bruits légers des vaporetti ou vaporetto au singulier. Ou même des gondoles qui font partie de la vie quotidienne des Vénitiens et des Vénitiennes. Et là, j'entends arriver, mais il est où le rapport ? Voilà, ça fait plusieurs fois qu'on se le pose. C'est vrai que... Ouais. C'est vrai que... Eh bien, on va remonter un peu, on va faire un peu d'histoire. Alors, bon, je suis moins bon que mes camarades, mais... C'est les pieux. Donc, on va aller à Venise et on va arriver en 697. j'étais pas né. C'est vraiment les origines de Venise. À 2 ans près. Alors, pour échapper aux invasions barbares, les peuples qui habitent autour de la lagune vont construire une ville à part entière sur la lagune, sur l'eau, pour s'y réfugier. Bon, comment construire sur du sable, sur ces fameuses barènes, c'est comme ça qu'on nomme ces petits bancs de sable. Comment réaliser des fondations suffisamment solides et adaptées à un milieu marin. L'utilisation du bois était la meilleure des solutions. Pour mener à bien leur projet, les Vénitiens ont rasé la plupart des forêts qui bordaient la lagune, celles des Dolomites et même celles situées sur l'autre rive de l'Adriatique en Dalmatie, transformant les arbres en pieux, bravo Manu, qui sont les fondations de la cité. Le bois était une denrée très recherchée. Il y a donc une véritable forêt de pieux issus de mélèzes ou de chênes sous la cité de Venise, ou autrement dit la Sérénissime. Surprenant, non ? Oui. Surprenant. Aujourd'hui, pour limiter les dégâts sur ces pieux, la vitesse est limitée sur le Grand Canal, car ces pieux immergés sont solides et imputrescibles, mais lorsqu'ils sortent de l'eau, l'oxydation avec le creux des vagues fait en fait pourrir ceux-ci. Rappelons que le bois était aussi nécessaire pour construire les galères qui permettront aux marchands vénitiens et surtout à la République de Venise d'étendre sa puissance sur le pourtour méditerranéen. Le bois était aussi recherché pour se chauffer. Alors passons à le deuxième exemple de forêt. Si je vous dis Pando, ça vous fait penser à quoi ? Non. Pando. Ouais, c'est pas ça. Pandora. Pandora non plus, la boîte à Pandore, mais non. Alors, bien sûr, c'est pas le panda, c'est pas Pandore, c'est pas le nounours qui vit dans la forêt de bambou, ni en Chine, ni aux eaux de Beauval, mais Pando en latin, ça veut dire s'étendre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Eh bien, c'est une collègue qui s'appelle Nathalie qui m'a dit qu'il y existait une forêt qui s'appelait le Pando. C'est un arbre forêt. Alors, en fait, c'est en Utah, c'est dans l'Utah aux États-Unis. Nico cherche Il faut imaginer une forêt de 47 000 peupliers répartis sur 43 hectares avec une seule racine. Donc en fait, c'est une colonie d'arbres qui n'a qu'une seule racine. Vous pourrez chercher, j'ai fait moi aussi des recherches sur Wikipédia et d'autres sites. Tout le monde est en train de chercher. Tous les arbres sont identiques et sont tous issus d'une reproduction sans fécondation. Et ça fait environ 43 hectares. On peut se reproduire sans féconder. Alors ça, c'est un arbre. Je ne vais pas parler des trucs de slip et tout ça. C'est la serre. Alors, voilà, donc ça, c'était très, 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 très intéressant. Et a priori, même, elle diminue, cette forêt, ce Pando. Voilà. Vous chercherez... Oui, exactement. Maintenant, je pars de ma chronique surtout et on m'aide à la fabriquer aussi. Mes collègues m'aident, vous voyez. C'est un travail collectif, tu veux. Exactement. Pour ça, je la remercie d'ailleurs. Parce qu'elle l'écoutera. Spécial dédicace. Nathalie, si tu nous écoutes. Alors, après Venise et les États-Unis, on va aller se promener dans les bois. Alors, ma camarade à ma droite, Marjorie, en a déjà un peu parlé. Mais je remets du son si tu veux. Tu veux un ruisseau ? Un bruit de ruisseau, tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Excusez-moi. J'ai pas dit ma camarade à droite, j'ai dit à ma droite. C'est pas tout à fait pareil. Bon, bref, alors, donc, on avait parlé de la forêt dans tout ce qui était les contes et autres récits fantastiques. Bon, on l'a vu, hein, la forêt est un lieu, alors sauf à Emmanuel, mais c'est un lieu magique et qui fait peur. Magique. Situé à l'écart de la civilisation, c'est le lieu où la loi des hommes n'a plus cours, donc tout est possible. C'est un lieu plutôt interlope. On l'a un peu vu. Hein. C'est là que demeure Robin des Bois, Merlin l'Enchanteur. Mais donc dans le Merlin, c'est dans la forêt de Brocéliande. Les sorcières, c'est aussi là qu'on amène Blanche-Neige pour la perdre, mais aussi pour que la forêt la protège au final. La forêt comme protection, c'est aussi le thème du film de Night Shyamalan. Bon, je veux dire, Night Shyamalan. Ça s'appelle Le Village. Merci. C'est sorti en 2004 et je vous recommande bien sûr de le regarder puisque la forêt là aussi était protectrice. Comme l'a déjà évoqué ma collègue
À ma droite, la forêt est un lieu qui fait peur dans les contes comme dans la vraie vie. J'ai vu aussi le projet Blair Witch. Du coup, là, j'ai un peu peur quand même de me balader tout seul en forêt. Avec cette caméra au point, Super 8, 16 mm, tout est fait pour qu'on s'imagine vraiment au cœur de la forêt, dans l'immersion totale. Bon, là, je crois que j'ai vraiment parlé des 3 types de forêts que je voulais évoquer. Alors, il faudrait quelques recherches là-dessus. Alors, effectivement, si vous tapez film d'horreur et forêt, vous allez trouver une liste assez importante de films. J'y suis. Même dans... Alors, pour terminer, je voulais parler Nicolas fait du fact-checking avec son téléphone, Oui, je précise. Il a peur que je dise des bêtises. Mais vraiment, il a commencé avec toi. Tout est bon, là. Tout est bon. Il a validé, mais j'ai des doutes. Moi, je suis pas historien, moi, à la base. Je fais du cirque, je fais du claquette, des trucs comme ça. Bon, bref. Alors, pour terminer, je voulais faire part d'un livre que j'avais beaucoup aimé, que j'aime toujours. C'est Dans les forêts de Sibérie, paru en 2011, et que j'avais lu dans mon exil parisien. Dans ma chambre de bonne. De 3 mètres carrés. Où il n'y avait pas beaucoup de forêt, d'ailleurs. Il faisait pas très chaud, et j'ai lu ce livre. Alors, je ne vous raconte pas, mais je voulais citer 2-3 choses. Donc, Sylvain Tisson, en fait, nous explique sa vie pendant 6 mois dans une cabane située dans une forêt qui borde le lac Baïkal. Donc, imaginez-vous en Sibérie, à part des températures quand même assez extrêmes, entre l'hiver et le printemps. Et dans un entretien donné au Figaro en septembre 2011, il dit la chose suivante. Allez dans les forêts, et les forêts d'ailleurs, on peut les trouver dans les villes. Il ne faut vraiment pas les prendre au sens premier du terme. On peut tout à fait recourir aux forêts dans la solitude retranchée de son appartement ou même de son cerveau. Et là, vous allez me dire, il est un peu perché, le père Tesson. C'est pas tout à fait faux, mais ce qui est écrit est tellement beau. Bon, je vous laisse, je vais écouter Marie Laforêt. Qui est très bien d'ailleurs, Marie Laforêt. Ah oui, tout ce qui est la forêt, de toute façon, c'est très bien. Bon, ben merci Pascal pour ce bouillon de culture où on a quand même beaucoup voyagé. De Venise à Luta, en Russie, c'est un vrai... En Sibérie. Au lac Baïkal. C'est un vrai voyage, tu vois. Finalement, la forêt nous fait voyager. Mais il n'a pas parlé de poissons. Non. Non, mais étonnamment. Mais bon, si, j'aurais pu dire qu'il pêche au lac Baïkal. Oui, à Venise aussi. Il n'a simplement pas souhaité. Voilà, mais après, c'était en filigrane. C'est ça, c'était toujours. Tout ça, bien sûr. On voit toujours des pêcheurs. Toujours. Bon, on saurait clore cette émission sans notre petite citation du jour qui nous vient de notre homme siècle, évidemment Victor Hugo, qui est dans la légende des siècles, qui est longue, si vous l'avez lu, disait ceci sur la forêt. Les arbres sont autant de mâchoires qui rongent les éléments épars dans l'air souple et vivant. Tout leur est bon, la nuit, la mort, la terre joyeuse, regarde la forêt formidable, manger. Ouais, c'est sur ces mots de Victor Hugo que nous allons donc nous quitter, car comme la forêt, nous allons nous aussi manger, puisque nous avons faim, il est très tard le soir. Nous refermons cette saison 1 d'Apop, le programme presque, et revenons bientôt pour une saison 2, truffée de surprises et de bonne humeur. Nico en guest star, évidemment. Ah oui. Parce que j'espère que vous avez tous profité de la présence de Nicolas. C'est une fois tous les 2 ans. Nous espérons que nous allons réussir à le fidéliser. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à nos pages Facebook, Twitter, YouTube et Spotify. Et comme disait le regretté Georges Pernou, bon vent. Bon vent. À bientôt, ciao. Ou presque.